Vous savez, d'habitude j'analyse les accidents trouvés un peu par hasard sur internet. Ça permet d'avoir plein de situations différentes et des extraits courts et percutants. Mais le point négatif, c'est que je manque souvent d'informations sur le lieu, les conducteurs impliqués, les conséquences, etc. Aujourd'hui, ça va être différent, puisque l'on va faire un vrai travail d'investigation sur un accident qui a été largement traité et diffusé. I remember the day we got David's first motorbike. We bought it for him for his 16th birthday, and it was a few days before his birthday that we picked it up. It was a heap of a thing, really, and he was so excited. And we brought it home on the back of his dad's truck, and David was standing out on the parking space, and he was jumping up and down with excitement, and that was just fabulous. That's a lovely, lovely memory. And I know Ken says that he wishes he's never bought him that first bike, but I honestly wouldn't have denied David his 22 years of riding pleasure. David was the most wonderful son. He was never a tearaway. He never ever got into trouble. He was just polite, friendly, kind, generous, had so much to give. And his friends describe him as a legend and a gentleman. He'd only come back from Antarctica at the end of February, so he'd only been back just over 3 months. He'd been away for 15 months working for the British Antarctic Survey. The day of the accident, he'd been to King's Lynn. He'd met up with some of his colleagues from Antarctica and some of his UK friends, and they'd been to a race meet and a dirt quake. And he'd had a brilliant day. I know he rode fast that day. He loved speed, he loved motorbikes. The driver didn't see him and turned right across his path. David didn't have time to take evasive action. This isn't an easy thing to do, but I just hope that somebody benefits from it, that motorists slow down, they look before they turn to junctions. Bon, je vais être honnête avec vous. Je pense que ce spot de prévention est de mauvaise qualité. Et c'est horrible de dire ça, parce qu'il y a eu mort d'homme. Ce n'est pas un jeu, et je compatis à la douleur de cette famille. C'est une tragédie. Mais entre nous, comment est traité cet accident? Sur le ton de l'émotion? Bon, encore j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Mais surtout sur le ton de la victimisation. Et c'est là que ça me pose un vrai problème. La vidéo dure 3 minutes 20. Les 2 premières minutes sont une présentation du motard. On apprend qu'il s'appelait David Holmes, avait 38 ans, avait eu sa première moto à 16 ans pour son anniversaire, ce qui représente 22 ans d'expérience, avec, on peut le voir, différentes motos possédées. Il était passionné de sport mécanique, mais aussi et surtout un fils merveilleux. Poli, amical, gentil, généreux, une légende, un gentleman. Un homme exemplaire, un aventurier qui travaillait en Antarctique. Et enfin, on passe aux circonstances de l'accident. Et c'est là que j'ai un problème avec cette vidéo. Je vous repasse l'extrait. I know he rode fast that day. He loved speed, he loved motorbikes. Vous trouvez pas que le ton sonne un peu comme une excuse? Il roulait vite, mais c'est parce qu'il aimait la vitesse, et puis parce que il aimait les motos. Donc si on aime les motos, on aime la vitesse. Et donc c'est normal pour un motard de rouler vite, de rouler trop vite. Sauf que, premièrement, on ne nous donne pas de chiffres, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Deuxièmement, on voit un motard en custom juste ici, qui pour le coup, lui roule normalement, à une bonne distance de sécurité, contrairement à la voiture de devant, et ne
se permet pas d'être en excès de vitesse et de doubler systématiquement toute voiture rencontrée. Vous savez, vous avez aussi le droit de rouler tranquille derrière une voiture en moto, hein. Il n'y a pas de règle qui vous oblige à doubler systématiquement. Et le pire, c'est qu'ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? The driver didn't see him and turned right across his path. David didn't have time to take evasive action. Donc on met directement la faute sur le conducteur de la voiture. Conducteur dont on ne connaît d'ailleurs ni le nom, ni l'âge, ni s'il a été blessé, s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture, comme un enfant ou un bébé qui sont plus vulnérables, ni ce qu'il faisait dans la vie ou si c'était quelqu'un de bien, contrairement à David. This isn't an easy thing to do, but I just hope that somebody benefits from it. Bon là par contre je tiens à saluer l'altruisme dont fait preuve cette dame. Elle essaie de donner un sens et une utilité au décès de son fils. Et je ne peux qu'immensément respecter cela. Je tenais à le dire. Puis, pour la suite, on va repasser en anglais pour être sûr de la traduction de la vidéo. That motorists slow down. They look before they turn to junctions. Au début, je croyais que motorist, ça voulait dire motard, puisqu'une moto c'est du motorcycle ou motorbike en anglais. Mais elle dit ensuite they look before the turn. Or, celui ici que devait regarder avant de tourner, c'est l'automobiliste. Et après avoir vérifié motorist, ça veut bel et bien dire automobiliste. Donc là encore, la faute est mise exclusivement et explicitement sur l'automobiliste, en disant en plus qu'il fallait aussi qu'il ralentisse, alors que celui qui était en excès de vitesse ici, c'était le motard, pas la voiture. Je ne vois pas d'où ça sort en fait. They think as a motorcyclist, yeah, he's going fast, what might he do? Motorcyclists think as a car driver, what might he do? Donc là encore, on fait le raccourci moto égale vitesse égale normal. Même si là pour le coup, j'aime le fait qu'elle incite les autres à se projeter, à imaginer ce que l'autre ferait, c'est une des bases de l'anticipation. Et on va pas se mentir, 90% des motards sont aussi automobilistes. On sait ce qu'on a tendance à faire en voiture. Et enfin, on nous montre l'accident. Une seule fois, à vitesse réelle, sans explication. Bon, ensuite 2 hashtags sur lesquels on reviendra, et 2 sites internet de la police locale, et c'est tout. Sauf qu'on constate que l'accident qu'on vient de nous montrer, n'indique pas une faute unilatérale de l'automobiliste. Loin de là. Mais surtout, moi ça me suffit pas. Je veux en savoir plus. Et donc cette fois-ci, on va traiter cet accident à ma manière. C'est-à-dire de façon factuelle, objective, avec des chiffres et de la science. Science, bitch! L'accident a eu lieu le 8 juin 2013 à 19h40 par beau temps sur l'A47 entre Norwich et Durham. Cette portion de la route est limitée à 60 miles per hour, soit 97 km/h. Et David, au moment de l'impact, était à 97 miles per hour, soit 156 km/h. Il était donc presque 60 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Dans une telle configuration, l'arrêt n'est pas une solution viable, car un freinage d'urgence à cette vitesse est difficile, vu le risque de guidonnage et ou de dérapage. Sans compter la distance d'arrêt qui est juste énorme, environ 170 mètres quand on est à 160 km/h. Un évitement aurait donc été plus propice, et on va donc uniquement se concentrer sur la distance de réaction et oublier la distance d'arrêt. 97 km/h, c'est 27 mètres par seconde, soit 54 mètres parcourus en 2 secondes. 156 km/h, c'est 44 mètres par seconde, soit 88 mètres en 2 secondes. Pourquoi 2 secondes? En fait, parce que c'est le temps nécessaire pour réagir. Ça veut dire que si David avait respecté les limitations de vitesse, il aurait réagi, 88 mètres moins 54 mètres, 34 mètres plus tôt. Ça aurait largement laissé le temps à la voiture de passer. Et ça, c'est sans compter que lorsqu'on ralentit, notre champ de vision augmente, le flux d'informations à analyser est plus simple à gérer, notre moto est plus simple à manier, et surtout, on est dans le champ de vision des autres usagers de la route plus longtemps. Ce qui leur permet de mieux évaluer notre vitesse, de prendre une décision, freiner s'il le faut, et agir calmement. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. La probabilité d'avoir un accident n'est pas proportionnelle à notre vitesse. Elle est exponentielle à notre vitesse.
Car pour chaque kilomètre-heure ajouté, c'est l'ensemble des facteurs de maîtrise de notre véhicule et de visibilité qui sont affectés. Aller 2 fois plus vite, c'est avoir minimum 4 fois plus de chances d'avoir un accident, minimum 4 fois plus grave. Tous ces facteurs relatifs à l'accident sont ce que j'appelle les facteurs intrinsèques de l'accident. La vitesse, la visibilité, la configuration des lieux. Maintenant, on va parler des facteurs extrinsèques, ce qu'il y a autour, les conditions, l'état de fatigue, etc. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. David a 22 ans de moto derrière lui. Et vu sa façon de conduire, il fait preuve d'un excès de confiance avéré. Ensuite, le jour de l'accident, il fait beau. On est sur une route que David connaît. Il a relâché son attention. Comme j'aime le dire, quand c'est la tempête, on est paradoxalement plus en sécurité que par beau temps, car on est conscient du danger omniprésent. D'autant que plus tôt dans la journée, il a assisté à un événement de course automobile. Il est donc de bonne humeur et, oserais-je même imaginer, un peu excité par sa journée. Il a une Yamaha FJR 1300, une moto de 144 chevaux qui passe de 0 à 100 en 2 secondes 9, malgré ses 288 kg tout plein fait, et à une vitesse maximale de 250 km/h. C'est donc une moto puissante. On a donc encore une fois la situation d'un motard expérimenté qui se tue par beau temps, en week-end, à bord d'un puissant 4 cylindres. L'un des cas les plus représentatifs de décès de motards, et encore d'habitude il n'y a même pas d'automobiliste impliqué. Maintenant parlons de la voiture, nous. C'est une Renault Clio. Le conducteur, c'est Benjamin Austin, 29 ans. 12 ans de permis voiture derrière lui, il connaît lui aussi la région puisqu'il habite à Long Lane, Stoke Holy Cross. Il y avait 3 occupants de la voiture, aucun n'a été grièvement blessé, y compris Benjamin. Suite à la mort de David, il a été attaqué en justice par la famille de ce dernier et a immédiatement plaidé coupable pour homicide involontaire sans intention de la donner suite à une conduite inappropriée. Il a été condamné à 18 mois de suspension de permis et 130 heures de travaux d'intérêt généraux. Oui, vous avez bien entendu. Pas de prison, même en sursis. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont être choqués par cette sentence. Et pourtant, elle est selon moi très représentative de la réalité de l'accident. Et donc, juste. Je m'explique. L'automobiliste n'a pas été lourdement condamné car c'est avant tout la conduite du motard qui a provoqué l'accident. Cependant, d'un point de vue légal, il y a eu refus de priorité car la voiture était sur un cédé de passage. Et surtout, il y a eu homicide. La justice ne pouvait donc pas laisser passer ça sans condamnation. Ne serait-ce que pour apaiser le deuil, mais aussi la colère, compréhensible, bien qu'objectivement peu fondée, de la famille envers le conducteur de l'auto. D'autant qu'il faut comprendre quelque chose. Benjamin a lui aussi souffert de cet accident. Vous croyez que c'est facile de vivre avec la mort de quelqu'un sur sa conscience? D'être suspendu de permis pendant 1 an et demi, alors qu'il a 2 enfants et besoin de sa voiture pour aller travailler? Tout cela n'est évidemment rien comparé à la mort d'un homme. Mais je veux faire remarquer que dans un accident, tout le monde est perdant. Il n'y a pas une seule victime et il n'y a pas forcément de bourreau ou de coupable. Or, ce n'est pas ce que fait transparaître ce spot. Et se positionner en victime systématiquement, c'est diminuer l'importance de ses propres actes. La vie est une équation complexe où chacune des composantes peut être influencée. En conduisant de façon responsable, vous ne vous mettez pas à l'abri de n'avoir jamais un accident. Mais vous pouvez diminuer de façon draconienne votre probabilité d'un accident et même possiblement rendre négligeable la probabilité d'un accident mortel. Notamment avec un excellent équipement. Mais là encore, je vous renvoie à mon épisode 8. Même la meilleure des combis de cuir professionnels avec airbag dernier cri ne vous protégera pas d'un choc à 156 km/h contre un arbre. À cette vitesse, vous êtes tout nu. Fin. C'est pour ça que la moto est avant tout une question de mentalité. D'où les 2 hashtags, ThinkBike et RadSafe, que j'aurais aimé voir développer plutôt que jeter 3 secondes en fin de vidéo comme ça à la va-vite. Ce spot a un fond qui n'incite pas à la remise en question. On place le motard en victime et on désigne un bouc émissaire, à savoir l'automobiliste, qui aurait dû deviner qu'une moto arriverait à tout à l'heure à près de 160 km/h sur une route limitée à 100. Non, ça n'a aucun sens et c'est un motard qui vous le dit. On peut tout à fait être motard et voir objectivement les erreurs de tout à chacun. Quand on ne respecte pas les règles, on ne vient pas se plaindre ensuite que les autres ne les respectent pas. La route se partage et on est tous égaux sur la route. N'est-ce pas, Nespi? La moto, c'est ta passion.
ton délire, ton envie. Le truc qui te fait trop kiffer depuis que tu es tout petit. C'est vrai, oui, tu es fier, invincible, riche de cette expérience, rempli à bloc de confiance et d'assurance. Tu prends ta bécane, tranquille, serein comme d'habitude, fort d'avoir vu plein de motovlogs sur YouTube. Tu te sens libre, puissant et intouchable, encore plus sans la responsabilité de ton sac de sable. Ta moto et toi, c'est un duo d'enfer, la complicité d'une vie. C'est quelque chose qui te dit, qui t'interpelle, qui te pousse à la folie. La route est belle et sinueuse, elle t'invite à l'arsouille. Obligé, tu réponds, toi t'es un mec qu'en a des couilles. Une relation de plénitude, de bien-être, voire plus que magique. Fais juste attention à toi, qu'elle ne devienne pas tragique. Mais comme un déni, tu n'entends pas. Pour toi, ce qui compte, c'est le plaisir. Des sentiments, des émotions, des sensations à assouvir. Le pire, c'est que je ne te comprends que trop. C'est tellement bon, des putains d'ondes. À plus de 200, plus rien ne t'emmerde, t'es le roi du monde. Et puis, tout à coup, comme la foudre, à la vitesse de la lumière, quelque chose surgit, plus possible de retourner en arrière. Une voiture ne t'a pas vu, merde, elle a tourné, elle coupe ta route. T'allais trop vite, tout va trop vite, tu vas te la prendre, plus aucun doute. Il te reste 1 seconde de vie. Elle se déroule dans ta tête, des milliers d'images. Ça y est, c'est la fin, tu le sais, t'as compris, tu te prépares au carnage. Et puis, c'est le trou noir. Tout s'arrête, c'est fini, ton corps à terre. Des gens accourent pour te secourir, mais ils ne savent guère que tu es parti, que tu es mort. Mort comme un con de ta passion, alors que tu avais toute ta vie pour en profiter grave, à fond. J'espère juste qu'avant de partir, tu auras eu le temps de dire au revoir à tous ceux qui t'aimaient, que tu chérissais d'amour et d'espoir. J'aime la moto, oui, elle me procure tellement de bien. Quand ça va pas, elle est là, présente sur mon chemin. Le chemin de ma vie, plein d'obstacles, d'embûches, vraiment pas facile. Mais c'est parfois à elle que je dois une existence moins difficile. Mais faites vraiment gaffe, nous sommes aussi responsables que tous les autres usagers de la route, tout aussi condamnables. David, c'était l'espoir du bonheur. Il avait toute la vie devant lui. Et désormais, sa famille se meurt encore en pensant à lui. Que tous nos frères et sœurs motards ne soient pas partis pour rien. Que ces terribles drames nous apprennent à être humbles et citoyens. Je t'en supplie, pense-y, prends conscience. Et toujours ces quelques mots à l'esprit. Car la moto, oui, mais la moto pour la vie.